Alors c'est tout bon pour moi, on est parti, on enregistre. Tu m'entends bien toujours ? Toujours, je t'entends. Ok, super. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis bienvenue à notre invité aujourd'hui, quelqu'un d'un petit peu spécial, quelqu'un qui a un palmarès, certainement un des plus beaux palmarès du triathlon français, et puis surtout qui a une histoire un petit peu particulière. Yannick Bourseau, bienvenue sur le Tri Bandit. Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce podcast Tri Bandits. C'est une première pour moi, donc c'est cool, je suis content d'être là. Cool. Eh ben écoute, nous on s'est vu il y a une dizaine de jours au championnat du monde de triathlon d'hiver. Et c'est une des cordes supplémentaires que tu as à ton arc après avoir couru à peu près toutes les distances et toutes les disciplines. Tu t'as toujours pratiqué le ski de fond ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu par la force des choses? Alors le ski de fond, bah j'ai commencé à le pratiquer bon quand j'étais tout petit, mais quand je suis rentré à la fac, je me suis mis à faire du skating et j'ai tout de suite bien adoré ça. C'était un bon moyen une bonne prépa physique pour le triathlon à l'époque. Et donc je skiais très mal techniquement. Mais par contre, j'adorais ça. Et d'ailleurs, j'avais déjà participé au championnat de France de triathlon des neiges, mais il y a très longtemps, ça devait être je sais même plus quelle année, mais du style 99. Mais à l'époque, le triathlon, la partie vélo, c'était sur vélo de route. C'était la fois où j'y étais allé, c'était à la Pierre Saint-Martin. On avait couru en bas, on avait monté le col à vélo, et après, il suffisait de skier là-haut. Et donc j'avais réussi à remporter l'épreuve, pas parce que je skiais bien, mais surtout parce que j'avais pris un peu d'avance sur la partie pédestre et la partie cycliste. C'est vrai qu'on avait ce beau circuit en France. On avait un circuit avec un championnat de France de triathlon et de duathlon d'hiver. Et ce que tu dis, ça me rappelle des souvenirs parce que moi, ça devait pas être en 99, mais je pense peut-être 94 ou 95. On avait fait une course comme ça dans le Vercors. Et pareil, on courait en bas, il y avait une montée de col. Et bah forcément dans le froid, des routes mouillées et tout ça. Et c'était des belles épreuves. Et puis moi, je suis vraiment content de voir que ces épreuves-là, les fédérations internationales continuent à les faire vivre parce que c'est une belle pratique hivernale et puis je trouve que on en parlait un petit peu dans l'épisode précédent, mais c'est vraiment des épreuves qui sont sympas. Il y a une bonne ambiance, les gens sont relax et ça change un petit peu des grosses courses un petit peu stress. Ça me fait un petit peu penser, tu sais, aux courses type Xterra et tout ça, quoi. Oui, oui. Bah, j'ai jamais fait de Xterra, mais c'est sûr que l'ambiance à Prat Gelato, là, c'était quelque chose de très convivial. Et c'est sympa, on est tous là. En plus, il y a deux courses à enchaîner dans le week-end, et la plupart des pratiquants, ils enchaînent les deux courses. Donc, ouais, c'est sûr que c'est une ambiance sympa, quoi. Et en plus, on a eu des bonnes conditions il y a 15 jours, là. Donc, il faisait ni trop froid, la neige était très correcte. Après, pour la partie mountain bike, c'était un peu. Pour moi, c'était un petit peu engagé, je trouve. C'était technique et je suis pas très à l'aise sur mon vélo. Donc, en plus, je pratique pas trop le mountain bike. Donc, j'étais pas très à mon avantage, mais c'était bien sympa. Moi, j'ai trouvé que les parcours étaient vraiment pas mal jugés parce que les dernières années où on les avait eus à Andorre, le parcours VTT, c'était vraiment un parcours VTT technique, tu sais, avec des parties rocailleuses, il y a des parties, fallait pousser le vélo et tout. Et, et c'était pas du tout la même musique si tu veux. Et tu verras l'année prochaine si tu fais la course qui aura lieu en Norvège, ça a eu lieu également en Norvège l'année dernière. C'est la totalité est sur la neige. Donc c'est complètement différent et le VTT, il se prend presque plus comme du vélo de route que comme du VTT si tu veux. C'est pas très technique, c'est un petit peu engagé dans les descentes, mais la Norvège à Skeikampen, c'est vraiment une très très belle épreuve. Euh, Moi, j'aurais voulu parce que t'as vraiment un parcours qui est atypique, c'est-à-dire. Ouais, donc je disais, t'as 48 ans, c'est ça? 49. Je viens d'avoir 49. 48 hors taxe alors. Voilà. Et, tu as démarré ta carrière comme chez les valides, et puis il y a eu un événement qui a fait que tu as eu un accident et tu as perdu de la mobilité sur un bras, entre autres.
Est-ce que tu peux nous parler du début de ta carrière, de quand tu avais démarré, parce que tu courais à un très très bon niveau français, et puis que tu nous parles de cet événement qui quelque part a complètement bouleversé ta vie et ta carrière, mais qui derrière t'a permis de rebondir et de repartir sur une carrière para avec le succès dont on connaît quoi. Ok, bah, pas de problème pour parler de ce début de mes années sportives. Enfin, j'ai pris ma première licence à la FF3 en 1989, l'année de la création de la FF3. Donc ça fait un bout de temps, j'avais 14 ans à l'époque, mais à l'époque, le triathlon pour les jeunes, il n'était pas aussi bien structuré qu'il ne peut l'être actuellement, quoi. Mais on avait quand même un championnat de France minime, UNSS, et voilà, donc moi, dès la quatrième, donc j'avais qu'un objectif en tête, c'était le championnat de France minime. Et donc, sur ma première participation à ce championnat de France à Saint-Raphaël, je me rappelle, ça devait être François Chabot qui avait gagné chez les juniors, si je me trompe pas, avec un joli vélo de chrono. Moi, j'avais terminé huitième minime, j'étais content déjà. L'année d'après, je fais deuxième minime. Voilà, j'ai fait tous les jeunes. Après cadet, j'ai dû faire troisième, ensuite deuxième. Enfin bref, voilà. Et j'ai réussi à être sélectionné en équipe de France junior. La première fois, c'était en 1992 pour les championnats d'Europe junior, alors que j'étais que cadet. Mais à cette époque, les juniors, on courait sur distance M, no drafting. Donc ça faisait des sacrées épreuves quand même. C'était différent de maintenant, ce que sont les épreuves jeunes actuellement. Donc voilà, et donc je me suis bien éclaté en équipe de France junior. J'ai fait vice-champion d'Europe junior en 95. Ensuite, je suis passé chez les seniors, mais il n'y avait pas de U23 à l'époque. Et donc sur ma première année senior, en fait, je me suis direct, je suis allé faire le triathlon longue distance de Nice. C'était à l'époque, c'était 4, 120 et 30, donc c'était quand même assez long pour quelqu'un qui avait Nice 96. Nice 4. Voilà. Et j'avais dû faire 9ème cette année-là. Mais j'avais 20, j'étais jeune quoi, j'avais 21 ans, j'étais tombé à vélo avec un Suisse dont je me souviens plus le nom, Christophe Mahor. Et bref, mais bon, j'avais rallié l'arrivée, j'étais super content et voilà, donc je m'étais lancé dans le long. Après, j'ai continué dans le long quand j'étais étudiant. J'étais au bataillon de Joinville aussi. J'ai fait des courses militaires. Je me suis mis à faire. Après, je me suis mis à faire le Grand Prix avec mon club de Montluçon Triathlon. Et puis aussi, j'ai commencé à travailler. À l'âge de 25 ans, j'ai eu le concours de professeur de sport. Donc après, à partir de 25 ans, en 2000, il a fallu que je concilie pratique sportive de haut niveau, parce que j'étais reconnu athlète de haut niveau à l'époque et encore, et vie professionnelle. Donc j'ai un peu mis le longue distance de côté, je me suis bien fait plaisir sur les grands prix. Et, euh, et puis malheureusement, en 2004, en fait, j'étais sur Embrun en tant que j'avais fait le M, le court distance, et j'avais dû faire podium, d'ailleurs, ouais, derrière deux sélectionnés pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Et ça devait être Olivier Marceau et puis Karl Blasco. Et 2, 3 jours. Et après, en fait, après la course, il y a des copains, Nico Becker et Gaël Ménard. Je sais pas si vous les connaissez. Enfin, Gaël Ménard qui a marqué de son saut. Voilà, qui me propose de venir en stage avec eux à Montgenèvre et donc j'accepte, c'était cool, on se fait une petite semaine de stage et le dernier jour en fait je loupe une descente, je loupe un virage dans la descente de l'Isoire et voilà pourquoi j'ai eu cet accident de vélo et j'en ai gardé un bras droit partiellement paralysé, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que les soigneurs quand ils m'ont récupéré et quand les copains ils m'ont laissé à l'hôpital le soir, le corps médical leur a dit qu'ils espéraient que je passe la nuit. Et effectivement, j'ai passé la nuit. Et donc, après avoir passé la nuit, j'ai récupéré progressivement. Et dès lors que j'ai pu
reprendre une activité sportive. J'ai repris l'activité sportive et progressivement j'ai intégré le fait que je serais plus capable de courir avec les valides, mais que j'allais garder un handicap qui me contraindrait à participer du côté handisport. Mais bon, j'ai saisi ça comme une opportunité et j'ai démarré une deuxième carrière sportive, quoi. C'était un deuxième départ. Et d- moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que Euh, quand on a une blessure comme la tienne, ou moins grave ou plus grave, c'est souvent un coup d'arrêt dans une carrière. Il y a beaucoup d'histoires d'athlètes qui ont ou une série de blessures ou une grosse blessure qui est liée à un accident et qui malheureusement derrière ne reviennent jamais à un niveau. Est-ce que toi, euh, cet accident, parce que alors moi je parle un petit peu d'expérience parce que je m'étais fracturé la colonne vertébrale en 2002 et ça avait forcément mis un coup d'arrêt à beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé chez les athlètes qui redémarrent derrière sur une activité para. Est-ce que cet accident, si tu veux, parce que quand on a un accident avec la gravité que toi tu avais eu, on se retrouve clairement, on repart à zéro, on est au fond du trou avec en plus un handicap à gérer et tout ça. Est-ce que cette pratique sportive, cette volonté de redémarrer une pratique sportive, de retourner dans le sport qui quelque part t'avait créé d'un point de vue athlétique, ça a été moteur dans ta partie rééducation? Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé comme carburant pour arriver à te relancer, ou est-ce que il n'y a jamais eu de question, dès l'instant où tu as eu ton accident, tu t'es dit de toute façon je redémarrerai dans le triathlon, je continuerai ma carrière dans le triathlon? Donc quand j'ai eu mon accident, en fait, je pensais pas. J'ai toujours, juste après la chute, en fait, dans les semaines qui ont suivi, j'avais l'espoir en moi de pouvoir tout récupérer. Et puis j'avais beau, le corps médical enfin, j'ai le souvenir en centre de rééduc que le médecin il me dit, mais Monsieur Bourseau, le sport de haut niveau c'est terminé. Et quand le gars il m'a dit ça, je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je le crois pas. Et en fait progressivement j'ai réussi à intégrer le fait que le sport de haut niveau chez les valides ça serait plus possible. Et donc mais comme en moi, au fond de moi, moi j'adore le sport et donc j'allais pas pour autant arrêter le sport. J'avais besoin de cette activité physique et donc j'ai continué à pratiquer et ça m'a vraiment aidé dans ma reconstruction. Après, c'est vrai que au départ je voulais refaire du triathlon. Je disais, c'est quand même un message qui est d'une cruauté absolue quand ça vient du corps médical et qu'on te dit que tu ne pourras plus pratiquer le sport que tu faisais, quoi. Ça fait vraiment un coup de hachoir sur la table. Et je trouve que enfin, ça touche vraiment à un haut degré de cynisme et de cruauté, parce que c'est pas parce que on est un petit peu diminué qu'on peut plus pratiquer le sport qui nous a fait vu grandir, ou même un autre sport, quoi. Mm. Ouais, non, mais totalement. Et puis moi, ce médecin-là, je n'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais j'aimerais bien le revoir maintenant. Et puis lui dire, ben ouais, vous vous rappelez, monsieur, ce que vous m'avez dit dans votre bureau là l'autre jour, ben voilà ce que j'ai fait depuis. Et donc je pense qu'il faut que vous revoyiez vos discours quand vous êtes avec des jeunes ou des moins jeunes qui arrivent en centre de rééduc. Des fois, il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Heureusement que moi j'étais assez mature et je savais ce que je voulais. Et puis je connaissais le monde du sport et du parasport et je savais ce qu'il y avait moyen de faire et voilà. Mais bon, des fois, il y a le corps médical, ils ont des paroles un petit peu crues et il faudrait qu'ils aient une approche un peu plus, comment dire, qui prennent en compte le volet psychologique avant de parler, quoi. Enfin, Et il t'a fallu combien de temps, toi, entre l'accident jusqu'à ce que tu puisses redémarrer une pratique sportive régulière et puis derrière arriver à revenir sur des compétitions? oh ben, il m'a pas fallu énormément de temps parce que mon accident c'était le 20 août, mais dès le mois de novembre en fait.
J'étais parti en Martinique avec Benjamin Sanson, Steph Poula, mais j'étais encore très très diminué, hein. J'étais incapable de faire un triathlon en entier, mais j'avais fait un triathlon par équipe, donc je courais plus très vite. Mais bon, moi j'ai de suite voulu remettre un dossard et voilà, avec le niveau que j'avais, qui était plus trop, qui était incomparable par rapport à mon niveau du 19 août, on va dire, mais bon, je me suis tout de suite remis à faire du sport et de la compétition. Par contre, tu vois, en fait, j'ai mis un petit peu de temps. Enfin, juste après l'accident, je me suis remis à faire du triathlon et du paratriathlon. J'ai pu faire les championnats du monde de paratriathlon en 2005, mais à cette époque, c'était pas vraiment bien structuré. J'avais pas trop. Je me suis, J'étais content d'y aller, mais je me suis pas fait plaisir sur la course. Et en même temps, je me suis dit non, mais ça, c'est plus, ça correspond plus à ce que toi tu recherches, parce que moi, ce que j'aimais dans le triathlon, c'était certes le dépassement de soi, mais c'était aussi la confrontation avec les autres. Et là, je l'avais plus trop, donc en fait, je me suis lancé le défi de me reconstruire. Je suis reparti vers le ski de fond et le biathlon handisport à cette époque avec le projet de participer aux Jeux paralympiques. Et donc c'est ce projet de participation aux Jeux paralympiques, ce projet paralympique qui m'a permis réellement de me reconstruire. Et c'est seulement au bout de deux Paralympiades en 2013 que je me suis remis très sérieusement à faire du triathlon et du paratriathlon parce que j'avais réussi à faire quelque part le deuil de mon niveau d'avant chez les valides et que je repartais sur quelque chose de carrément nouveau et que en 2013 le paratriathlon était beaucoup mieux structuré que ce qu'il était en 2005 et que il y avait ce projet de Jeux paralympiques derrière le paratriathlon puisque le paratriathlon allait faire son entrée aux Jeux à Rio en 2016. Donc voilà, c'est en fait ce qui m'a aidé dans ma reconstruction, c'est les Jeux paralympiques. D'abord les Jeux paralympiques d'hiver, puis les Jeux paralympiques d'été. C'est ce qui a été le moteur de ma pratique. Je pense que quand j'étais chez les valides, j'avais pas ce rêve olympique parce que j'avais pas le niveau, je me voilais pas la face. J'avais des rêves de grandes performances au niveau français, d'équipe de France et tout ça sur les championnats du monde. Et c'est ce qui me nourrissait dans ma pratique. Et après, dans le volley para, c'est les Jeux paralympiques qui ont nourri ma pratique et mon envie d'aller à l'entraînement, quoi. En fait, cette parenthèse hivernale t'a permis à la fois de revenir dans ton sport quand il avait réussi à structurer un petit peu plus la partie para et arriver à retrouver du développement et puis du plaisir dans la pratique de ce sport-là. C'est ça que tu veux nous dire, ouais? Voilà, totalement. En fait, cette parenthèse sport d'hiver et Jeux paralympiques d'hiver, eh bien, elle est tombée au moment où le triathlon, enfin, elle a permis dans ce laps de temps, le paratriathlon a pu se structurer et une fois que la pratique a été structurée, ben, j'ai eu de nouveau envie de retrouver le monde du triple effort et du paratriathlon. Mais il n'empêche que, en plus, cette parenthèse sport d'hiver et ski de fond, elle a été très enrichissante d'un point de vue personnel parce qu'elle m'a permis de découvrir le monde des parasports et toutes les spécificités des parasports. Puis elle m'a aussi permis de découvrir des sites de pratique que je connaissais pas par le triathlon auparavant, quoi. Tout ce qui est Scandinavie, même j'ai couru en Russie, en Sibérie, j'ai pu aller découvrir aussi au Canada, mais dans des sites nordiques, quoi, comme Kenmore, c'est quand même une station majestueuse dans les Rocheuses. Après aussi tous les Jeux de Vancouver et l'île de Vancouver, c'est des, c'est des expériences de vie Et qui sont géniales, quel quoi. niveau t'avais réussi toi à atteindre en termes de résultats sur ces Jeux paralympiques? Sur les Jeux paralympiques d'hiver, ben, malheureusement, j'ai pas réussi à faire de podium. Pourtant, enfin, quand j'y suis allé en 2006, j'avais aucune ambition de podium parce que j'étais tout nouveau dans la pratique. Par contre, quand j'y suis retourné en 2010, j'avais plus d'ambition. J'avais fait l'année d'avant, j'avais fait troisième au championnat du monde de biathlon. Juste 5 semaines avant les Jeux, sur une Coupe du Monde, j'avais gagné trois épreuves de biathlon. Donc j'étais plus ou moins, j'étais attendu, quoi, et en fait ça s'est
pas bien passé du tout sur les Jeux de Vancouver. Problème de glisse sur la première épreuve. J'aurais pu, je pense que j'ai très bien tiré et tout, mais on avait des skis, on a été collés, on avait mal. Très mauvais choix de fart. Et après, comme l'épreuve d'entrée s'était mal passée, je pense que j'ai commencé à cogiter. Et puis sur les épreuves suivantes, au niveau du tir, bah, j'ai pas été au niveau que j'avais auparavant. Et bref, j'ai rien fait de très probant. Et donc voilà. Mais bon, je me suis quand même fait plaisir, on va dire. C'était des expériences très intéressantes en tant que Pour ceux sportif. qui connaissent pas trop le ski de fond et tu parles de problèmes de fart, pour faire un petit peu un parallèle avec le triathlon, entre un bon fartage et un mauvais fartage, c'est comme si vous alliez nager avec une super skin suit qui va vous faire glisser dans l'eau ou si vous alliez nager avec un t-shirt triple XL, quoi. C'est Voilà, ou c'est un peu, Voilà, si ou on c'est fait, un peu, on peut aussi si on faire le fait, parallèle avec le on peut vélo, aussi c'est faire le le gars qui a parallèle le vélo avec de le vélo, chrono, qui est c'est bien le gars qui a le positionné vélo sur de son chrono vélo qui est bien aéro, positionné sur et son le vélo gars qui est avec aéro, son vélo de et route, le gars qui est avec son vélo voilà, de route, avec les pneus à voilà, deux barres c'est une et différence, un voilà, revêtement tout pourri, granuleux, quoi. voilà, voilà. voilà. Et tu cours toi en quelle catégorie? Parce que les catégories para, il y en a. Alors, en triathlon, on a 6 catégories. Enfin, on a la catégorie des déficients visuels, PTVI, pour paratriathlon visually impaired. Donc, dans cette catégorie de déficients visuels qui courent avec un guide. Et donc ils font la partie natation avec le guide, ensuite ils font le vélo en tandem et ils courent Notre ensuite premier avec le épisode guide. était avec Je crois que Cyril d'ailleurs Viennot, tu où as il nous avait parlé de tout ça en fait. avec Cyril. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc il y a les PTVI, ensuite mais dans cette catégorie de PTVI, il y a les non-voyants et les malvoyants. Donc à savoir que les non-voyants partent les premiers et ensuite les malvoyants vont partir avec un décalage de temps, environ 3 minutes, et l'objectif c'est qu'ils rattrapent les non-voyants. Ensuite, on a la catégorie des wheelchairs. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont soit paraplégiques, soit double amputées. Enfin bref, elles font la natation en nageant, bien sûr. Elles font le vélo en handbike. Donc le handbike, c'est un vélo à bras. Et ensuite, elles font la partie course à pied en fauteuil d'athlétisme. Voilà. Et dans cette catégorie, on a ceux qui ont les abdos, ceux qui n'ont pas les abdos, pour faire simple. Ceux qui n'ont pas les abdos, ils partent les premiers. Et ceux qui ont les abdos, ils partent environ 3 minutes derrière, ils doivent les rattraper, quoi. Voilà. Et ensuite, on a 4 catégories d'athlètes qu'on va dire debout. Les PTS pour paratriathlon standing. Donc tu as les 2, les 3, les 4 et les 5. Les 2, c'est les plus handicapés, les 5, c'est les moins handicapés. Et moi, je suis parmi les 5, les moins handicapés. Ok. Voilà. Donc la C'est vrai catégorie que 5, ça c'est des peut, gens Voilà. qui sont C'est qui ont vrai que ça un peut. handicap, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont amputés dans ta catégorie par exemple? oui, oui, oui. Il y a des D'accord. gens qui sont Oui, amputés, oui, par oui. exemple. Il y a des Si gens t'es qui sont amputé de amputés, par l'avant-bras, exemple, tu vas si être tu es dans ma amputé de catégorie. l'avant-bras, Ok. tu vas T'es être dans ma amputé de la catégorie. main, t'es dans ma Si tu es catégorie. amputé de la Donc main, tu es dans PTS ma 5. catégorie. Après, il y Enfin, a le aussi des PTS 5. handicaps Après, il y a aussi des handicaps de membre inférieur, par exemple. de Quelqu'un qui membres a un pied inférieurs. beau, Par exemple, il va quelqu'un être qui a un pied PTS beau, 5 également. il va être PTS 5 Ok. également. Et handicap léger. Voilà. C'est handicap Après, léger. Voilà. chez les 4, Après, on a par chez les exemple 4, on a Alexis par exemple Anquincan, que Alexis beaucoup connaissent, Anquincan, c'est que le beaucoup de monde paratriathlète connaît. C'est français de le référence, on va dire. paratriathlète français de Celui qui a été référence, on va champion dire. paralympique Celui qui à a été Tokyo, champion lui, il est paralympique amputé à tibial. Tokyo. Lui, il est amputé D'accord. tibial. Et dans sa Voilà. catégorie, on retrouve pas mal Et dans sa d'amputés catégorie, tibiaux on retrouve pas et mal également d'amputés des tibiaux amputés et également des amputés brachiaux, mais complets. brachiaux, Pas mais complets. en Pas en dessous du dessous coude, du au-dessus du coude, coude, disons. Un au-dessus du bras en coude, moins, un quoi. bras en moins. Tu étais au championnat d'Europe à Madrid au mois d'août là, toi? Alors oui, j'étais là-bas à Alors oui, Madrid j'étais au mois là-bas à d'août. J'y étais, Madrid mais en tant au que mois staff, d'août, parce j'y que étais, mais en tant depuis que staff, parce que 1er depuis février le 2022, en fait, 1er février je suis 2022, en fait, je travaille pour la Fédération Ok. française de triathlon. Je suis cadre technique placé auprès de la FF3 et donc je travaille pour la direction technique nationale avec des missions sur le paratriathlon et des missions sur la formation des éducateurs sportifs. Parce que j'y étais moi à Madrid et puis on était dans le parc en train d'installer notre transition quand la course handi avait lieu en fait. Et forcément, bah, par la durée de ma carrière, on voit souvent des handis qui participaient. Moi, j'ai un très bon ami qui est Franck Paget, que tu connais certainement.
qui a fait une belle carrière. Et puis je suis très ami aussi avec André Kalic, qui est un double amputé des jambes, qui a été le seul athlète. Il a gagné Kona et ça a été le seul à finir un Ultraman en étant double amputé. Et D'accord. pour revenir sur Madrid, c'était la première fois vraiment que j'étais aux premières loges, parce que d'habitude on voit les athlètes passer mais on voit pas la transition. Et moi ça m'avait vraiment coupé le souffle, si tu veux, de voir à la fois la diversité, l'aspect technique au niveau des prothèses, au niveau de la logistique dans la transition et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique de voir ces athlètes qui arrivaient, qui allaient à leur transition. Soit certains couraient avec leur prothèse, d'autres avaient la prothèse qui était fixée sur le vélo. Et c'est vraiment la première fois, si tu veux, que pour moi, ça m'a touché de me dire mais oui, quoi. Je veux dire, c'est télévisuel, oui c'est un beau sport, et oui ça doit prendre plus de place aujourd'hui dans la retransmission de nos pratiques sportives, parce que le niveau de performance de certains athlètes, bah tu parlais dans Quincan de ces gens-là, mais quand tu vois le niveau de performance de ce que les gens peuvent faire, c'est de la folie. Mon ami André Kalic dont je parlais, c'est le premier handi à finir la Race Cross America, quoi. Donc il a fait les 3600 miles de la Race Cross America sur un handicycle, quoi. Donc si ça peut donner une petite idée, en moins de 11 jours, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de reconnaissance de la pratique handi au niveau des jeux ou au niveau des gros événements sportifs. Peut-être un petit peu moins sur des épreuves qui sont parfois un petit peu moins relevées. Peut-être aussi parce que vous êtes souvent noyé dans la masse des participants sur les grosses épreuves. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là. Bah, c'est vrai que les sportifs paralympiques et le sport paralympique, ils bénéficient du temps fort des Jeux. Et après, on attend 4 ans pour être remis sur le devant de la scène, quoi, bien souvent. Alors, c'est vrai que 4 ans, c'est long, quoi. Et puis, ça mériterait qu'il y ait un suivi qui soit plus régulier, on va dire. Et j'espère que à l'issue des Jeux de Paris, là, le soufflet va pas retomber directement à la fin des Jeux, et que ces Jeux paralympiques qui vont se dérouler en France, ils vont avoir un réel impact sur le regard de la population sur la pratique paralympique, sportive paralympique, mais également un réel impact sur la perception du handicap par la population, et puis voir que les gens handicapés ne sont pas forcément en situation... Enfin, malgré le handicap, on peut faire pas mal de choses. Et je pense que ça peut permettre, ces Jeux paralympiques, j'espère qu'ils vont permettre à la population d'avoir un autre regard sur le handicap, et puis aussi que ces jeux aideront certaines personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap à se reconstruire et à se dire qu'il y a des perspectives. Moi, je pense que quelque chose qui serait très formateur je pense souvent aux parents qui ont des enfants qui sont en situation de handicap. Et c'est vrai qu'on est désabusé quand on est parent de jeunes. Enfin, je pense qu'on peut être facilement désabusé. On n'est pas désabusé, mais on pourrait être désabusé. Et je pense que si des parents pouvaient venir regarder les Jeux paralympiques, ou venir passer ne serait-ce que 10 heures dans le village paralympique. Mais moi, quand je suis arrivé dans le village paralympique à Turin en 2006, j'en ai pris plein les yeux. Enfin, ça a été quelque chose. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai, malgré ce handicap, on peut faire ça, ça et ça. J'ai été surpris, et je me suis dit, ah bah ouais, toi, t'as vraiment de la chance avec ton handicap. Mais même des gens qui vont avoir un handicap qu'on va considérer comme lourd, malgré leur handicap, on voit dans ce milieu des parasports que on arrive à détourner le handicap, enfin, faire fi du handicap, et malgré le handicap, faire énormément de choses dans la vie. Ouais.
en autonomie. C'est vraiment un beau message que tu nous passes. Et c'est vrai que des fois, tu sais, dans la pratique sportive quotidienne qu'on peut voir transmise à la télé, etc., je pense que dans l'inconscient collectif, il y a pas mal de gens qui voient un petit peu la pratique handi comme étant une pratique euh, pas vraiment du niveau de la pratique des valides, si tu veux, alors que c'est juste une pratique qui est différente, quoi. Voilà. Et moi, moi, je dois bien dire que d'avoir été présent, alors j'ai été proche de Franck Paget, donc c'est quelqu'un qu'on voyait nous nager à la piscine, faire du ski avec et tout, et Francky Ouais. c'était une force de la nature. Et, euh, et d'avoir été à Madrid dans ce parc à vélo, j'avais fait des vidéos à l'époque et j'encourageais Cyril qui était là avec Thibaut et puis les autres, et d'avoir vu vraiment tout ce circus, si tu veux, dans la transition. Je me rappelle d'une athlète espagnole qui courait à côté de son vélo elle avait la prothèse qui était attachée, elle, sur le vélo. Et pour arriver à monter sur le vélo, enfin, c'était, euh, c'était vraiment de la belle pratique. C'était vraiment du sport de haut niveau. Et je pense que clairement, ça mérite d'avoir beaucoup plus de présence dans les médias parce que, au final, c'est quand même un super beau message, quoi. Parce qu'on a plein de gens, euh, qu'on appelle valides dans la vie au quotidien, quoi, mais qui sont des handicapés de la vie, si tu veux. Quand on voit aujourd'hui le niveau de fitness de la moyenne de la population française, c'est des gens qui sont nettement plus handicapés que des athlètes qui sont handi, quoi. Et quand tu vois des gens qui n'arrivent pas à sortir du bassin de la piscine parce qu'ils sont obèses ou tout ça, et je trouve que de montrer plus d'images de handi, de promouvoir plus le handi comme étant une pratique à part entière de la pratique sportive, notre société, elle peut qu'en sortir grandie de tout ça, quoi. Ouais, c'est exact. Ouais. Et je pense que le regard de la population sur les sportifs handisport, il est en train de changer. Et puis il faut pas que on soit considéré comme des handicapés qui font du sport, mais plus comme des sportifs de haut niveau avec des besoins spécifiques. Et c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, quand moi j'ai commencé les parasports, c'était différent. Mais là, depuis 2006, j'ai vu l'évolution, j'étais le témoin de l'évolution du monde des parasports. Et à l'époque, c'est vrai que on pouvait facilement, enfin, on pouvait plus facilement que maintenant réussir à aller au championnat du monde, à gagner des médailles internationales. Mais maintenant, c'est totalement différent. Et certes, il n'y a pas une densité de pratique énorme, puisque à la base, en fait, forcément, il y a moins de personnes qui sont en situation de handicap que de personnes qui sont valides. Mais il n'empêche que si on est dans le haut du panier, si on regarde les top athlètes au niveau international, c'est un niveau c'est un niveau énorme et un investissement énorme dans la pratique. Et Alexis en Quinquan, pour ne citer que lui, enfin ou Thibaut Rigaudot, ils s'investissent dans la pratique. Ils ont une démarche d'entraînement qui est similaire à ce que peuvent avoir un Dorian Coninx ou un Pierre Lecor. Voilà, j'irai pas jusqu'à un Christian de Blumenfeld parce que lui il fait aussi du long, mais voilà, et que forcément nous on est sur des distances sprint, des distances plus courtes et on n'a pas besoin d'un volume d'entraînement aussi important que quelqu'un qui va faire de l'Ironman. Mais par contre, au niveau du nombre de séances et au niveau des intensités recherchées à l'entraînement, c'est quelque chose Très, très exigeant. de très très Et c'est exigeant. vrai que moi, le switch au niveau, si tu veux, de la pratique triathlétique et de la part que ça a dans les médias, j'ai vraiment trouvé que c'était au moment d'un peu des Jeux de Londres, déjà qui avait été magnifiquement mis en scène et puis qui avait vraiment mis en valeur la pratique handi derrière en 2012. Et j'ai vraiment eu l'impression que avant le regard de la population et aussi des athlètes valides, quand on voyait un mec qui était un handi, c'était un handi qui faisait du sport. Alors que maintenant, on a plus une vision d'un sportif qui est handi, en fait. Tu vois? Ouais, voilà. Et Et puis, Ouais, tu voilà. vois, Et puis, tu vois, le triathlon et le paratriathlon, à la différence de certains autres sports para, en fait, ce qui est bien pour les paratriathlètes et pour les triathlètes, c'est que c'est la même fédération qui gère à la fois le volet para que le volet valide. Et franchement, c'est très enrichissant. Enfin,
Nous, on côtoie les athlètes élites valides, on côtoie les Vincent Louis, on côtoie les Aubergère, on côtoie Cassandre, Beaugrand, enfin voilà. Et donc, c'est intéressant pour nous forcément, mais c'est également très intéressant pour eux. Et puis, ils s'intéressent à notre pratique, et voilà, c'est des échanges mutuels, on s'enrichit mutuellement. Et au-delà de l'aspect purement performance, c'est aussi très enrichissant d'un point de vue humain. Et je pense que pour tous ces athlètes de l'équipe de France élite valide, ben maintenant ils ont plus d'appréhension quand ils rencontrent une personne en situation de handicap, ou tout du moins ils en ont moins, et puis ils vont aller au contact et ils vont la considérer comme une personne comme une autre, avec des besoins particuliers certes, mais voilà. Et donc je me rappelle sur un déplacement sur un championnat d'Europe, ça devait être en 2014 peut-être, je sais plus. J'avais partagé la chambre avec Dorian Coninx, qui était à l'époque encore junior, il me semble. Mais c'était, je pense que pour lui, c'était bien d'être avec. Enfin, je pense j'espère. Enfin, nous, on avait bien discuté ensemble, c'était cool. On avait fait le déplacement ensemble, et voilà. Et je pense que il aura pas retiré quelque chose d'un point de vue de l'entraînement sportif par rapport au fait d'avoir côtoyé des paratriathlètes sur des courses, mais par contre, d'un point de vue humain, je pense que ça aurait été quelque chose d'enrichissant. Ah, de toute façon, c'est un petit peu l'histoire humaine, hein. Dès l'instant où tu mets des gens ensemble et puis que les gens apprennent à se connaître et à vivre avec leurs différences, que ce soit des différences religieuses, des différences de couleur de peau, des différences de croyances ou des différences liées à un handicap. Euh, Dès l'instant où les gens passent du temps ensemble, se parlent, discutent et vont casser la croûte ensemble, derrière tu crées des liens et puis tu te rends Ah vite oui. compte que derrière un handicap, une religion ou une couleur de peau, il y a surtout un autre être humain et puis et le reste devient vraiment secondaire quoi. Et moi, je trouve que c'est de mettre en valeur cette pratique handi. C'est vraiment un beau message à envoyer à toute notre jeunesse pour un message de tolérance, un message d'acceptance, et puis surtout de savoir, de bien comprendre que tout le monde est différent, hein, à des niveaux différents. Certains sont avec un handicap et ils sont classifiés comme tels, mais on a tous des challenges dans la vie et dès l'instant où t'es ouvert sur une pratique handi, bah, t'es beaucoup plus ouvert mentalement, quoi. Est-ce que au niveau comme toi tu es à la FF3 maintenant, est-ce que tu as une idée sur le nombre de licenciés, de ce que ça peut représenter, le nombre de licences handi sur la FF3? Alors, actuellement, à la FF3, je crois qu'on est à 62 000 ou 63 000 licenciés. Voilà. Ouais, j'avais vu les chiffres, un post qu'avait partagé Cédric Goss, qui d'ailleurs devrait venir sur notre podcast dans les jours ou les semaines à venir. Et d'ailleurs, c'est des super beaux chiffres, hein, 62 000, ça Oui, oui. commence à être une fédération qui tient la route, quoi. Ouais, ouais. Et donc, après, les licences paratriathlon, alors je vais te donner le chiffre, ça va te sembler peu. C'est 100, je pense qu'à ce jour, on doit être à 188 licences euh, paratriathlon. Donc c'est peu, mais si tu veux, en 2000, en fait, le premier championnat de France de paratriathlon, il a eu lieu en 2013. Et la Fédé, en fait, tant qu'il n'y avait pas 100 licenciés para, elle ne voulait pas attribuer de titre de champion de France. Donc ça veut dire qu'en 2013, on avait passé la barre des 100 licenciés. Et donc là, on est à 188 licenciés, et donc c'est pas énorme mais par rapport comparé aux 60 000 valides. Mais pour autant, ça a quand même, ça représente quelque chose, et on est quand même presque 200. Et puis si on regarde par rapport à d'autres disciplines sportives, on est loin d'être ridicule, sachant que le paratriathlon, c'est quand même une discipline qui est difficilement accessible, on va dire, pour une personne en situation de handicap par rapport à tout le matériel qui se cache derrière, les trois sports, le matériel, enfin, c'est quand même pas facile d'accès. Et malgré tout, on a 188 licenciés à ce jour, ou 187, pardon, je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais bon, donc voilà pour te donner un ordre d'idée du nombre de licences para.
Bah c'est super. Moi je trouve qu'on est quand même parce que si tu mets 188 personnes alignées les uns à côté des autres, ça représente quand même Oui, oui. un Oui, sacré petit groupe de personnes. Et puis c'est vrai que d'avoir des athlètes comme toi, des athlètes comme Alexis, d'autres athlètes Andy qui représente et qui montre haut les couleurs, je pense que ça peut permettre à certaines personnes avec un handicap de prendre la décision de venir prendre une licence à la FF3 ou dans n'importe quelle autre fédération. Je trouve que bah, quelque part la mission elle est bien remplie derrière quoi. Hmm. Non, c'est clair. Et puis le triathlon au sein des parasports, en fait, c'est quand même un sport qui a bonne presse, on va dire, parce que les épreuves sont bien organisées. Toutes nos épreuves internationales, elles sont mises en place en parallèle d'épreuves pour les valides. Donc ça a quand même un certain cachet. Moi, j'ai connu les épreuves de ski de fond qui se déroulaient au fin fond de la Norvège ou de la Suède. C'était super chouette, hein, mais c'était pas, on n'avait pas les mêmes infrastructures en termes d'organisation que ce qu'on peut retrouver sur les épreuves de triathlon parce que les épreuves de ski de fond, elles étaient mises en place par le comité paralympique et pas par la Fédé, pas par la FIS. Alors actuellement, c'est vrai que c'est la Fédération internationale de ski qui est en charge le développement du ski handisport, on va dire. Mais pour autant, les courses de ski handisport, elles se déroulent pas en même temps et sur les mêmes sites que les courses valides, quoi. Donc, Mais bon. Ah, puis de toute façon, d'avoir la mixité valide, non valide sur les grandes épreuves internationales, je trouve que c'est vraiment super parce que, bah, comme je parlais tout à l'heure de Madrid, quand j'avais couru à Pontevedra ou à Fines, vous aviez vos propres épreuves qui étaient là. Regarde, là, il y a 10 jours, au championnat du monde de triathlon d'hiver, vous êtes Oui, oui. sur les mêmes parcours que nous. Les distances peuvent être adaptées, mais je vais dire, vous êtes là, on est ensemble dans le parc, il y a des départs qui sont protégés ou pas. Et je pense que aujourd'hui la pratique handi, elle est vraiment incluse dans le. Enfin, n'importe qui aujourd'hui qui va faire un championnat du monde ou un grand championnat ou une grande épreuve, sait qu'à un moment ou à un autre, il va Voilà. être exposé à des athlètes qui ont une pratique handi. Et moi, pour avoir fait quand même pas mal de courses dans ma vie, et surtout des gros événements. Je me rappelle avoir, ben, j'ai fait une dizaine de fois le challenge Roth et à Roth il y a souvent un petit groupe d'athlètes handicapés, souvent qui sont en fauteuil, des amputés et ou des mecs avec des VI quoi, des vision impaired. Et le support que ces gens-là, en plus une course comme Roth, je sais pas si tu as eu l'occasion de la faire, mais c'est une course qui est, enfin, il y a 200 000 personnes qui sont sur le parcours qui supportent la course. Et quand tu quand tu t'as des fauteuils qui arrivent ou que t'as des gens qui courent avec la petite laisse pour les gens qui sont malvoyants, le support de la population, il est incroyable et je pense qu'aujourd'hui pour les gens qui vont regarder notre sport en live sur les courses, de pouvoir voir des athlètes qui sont paras, ça lance un beau message et puis ça fait partie intégrante des événements. Euh, sur les courses WTCS para, est-ce que désormais il y a du prize money pour les paras ou c'est toujours pas d'actualité? alors non, non, il n'y a pas de prize money. Il y a eu exceptionnellement un petit prize money sur le test event à Paris. Ouais, bon, mais ça reste symbolique, on va dire. On n'est pas sur les sommes qui peuvent être distribuées sur les World Series valides, hein. Mais bon, ça progresse et voilà. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de prize money et qu'on pourrait le revendiquer. Après, déjà, il y a une reconnaissance. Nous, au niveau français, on a une reconnaissance de par l'État au niveau du statut d'athlète de haut niveau qui est quand même à l'égal de ce qui est pour les sportifs valides. Après, nous, les Français, si tu veux, la plupart enfin c'est pas la plupart, c'est même la totalité des athlètes qui iront aux Jeux de Paris, en fait, ils ont une convention d'insertion professionnelle, donc en fait, ils sont détachés pour leur pratique, pour mener à bien leur projet paratriathlon performance. Donc voilà, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'a pas on peut pas s'enrichir en faisant du paratriathlon.
à quelques rares exceptions par rapport à les athlètes, les top athlètes style Alexis, qui ont des partenaires, ou Gladys, ou même Thibaut, je pense maintenant, ils ont des gros partenaires. Mais bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que sur les courses, on gagne rien. Mais par contre, maintenant, on peut vivre à fond sa passion et mener à bien un projet de performance en paratriathlon sans pour autant enfin, être demandeur d'emploi, on va dire. Voilà. Tu crois pas que c'est un chantier qui devrait être un petit peu remis sur le devant de la scène, surtout là en arrivant sur cette période olympique où on va forcément parler un petit peu plus du handi, mais quelque part on s'est battu pendant des décennies pour avoir une équité homme-femme sur le prize money. La totalité des courses en France aujourd'hui, je crois, assure une équité hormis Embrun qui continue à s'enterrer avec des explications à la mort moelle-neu. Mais c'est quand ça reste un petit peu choquant quand même aujourd'hui que des athlètes para ne soient pas récompensés à la hauteur de ce que pourrait être un valide. Enfin, du moins pour moi, si tu veux, ça l'est. Et je pense que le jour où notre société alors a accepté le fait que les athlètes para ils méritent un prize money identique à ceux des valides, ben je pense qu'on aura fait un grand pas dans la pratique handi quoi. C'est clair. Après, comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de catégories. Donc, si on met des prize money identiques à ceux des valides sur l'ensemble des catégories, ça peut être compliqué. Alors moi, j'ai participé au triathlon de New York l'année dernière. J'y avais participé également en 2013. Il y a une vague para et en fait, ils font un micmac pour faire un seul classement para en fonction de ton temps et en fonction de ta catégorie de handicap. Ils font un classement général. Et à l'issue de ce classement général, il y a un prize money qui est pas équivalent à celui remporté par le valide qui va gagner la course, mais quand même qui est très intéressant. Donc voilà. Enfin bon, je dis ça, j'ai gagné la course, mais j'ai toujours pas reçu le prize money. Il y a des problèmes parce que je suis français et que j'ai pas de domiciliation bancaire aux États-Unis et donc j'ai toujours pas reçu le truc. Mais bon, bref, dans tous les cas, ils ont une grille de prix qui est quand même très intéressante pour une course para, quoi. Et toi, est-ce que tu vas courir, enfin tu essayes de te qualifier pour les Jeux de Paris ou aujourd'hui tu es plutôt parti sur ta carrière au niveau de la fédération? Alors non, voilà, l'été dernier, je me suis entretenu avec Benjamin Maz de DTN et je lui ai dit que j'arrêtais là mon projet Paris 2024. Je voulais plus l'entendre en tant qu'athlète parce que j'arrivais plus à gérer à la fois le côté professionnel et le côté entraînement et l'investissement. Je pouvais plus m'investir comme je voulais dans la pratique et puis en plus au niveau de la lisibilité, on va dire, j'allais sur les épreuves en tant que staff, des fois j'y étais en tant qu'athlète, donc c'était vraiment pas clair et moi j'aimais pas cette situation. Et donc l'été dernier, j'ai dit stop, j'arrête. Et par contre, donc je serai pas à Paris en tant qu'athlète. Par contre, j'entraîne une fille en fauteuil, Mona Francis, là, qui va se qualifier pour Paris et qui j'espère brillera lors des Jeux de Paris. Donc j'y serai en tant qu'entraîneur. J'espère y être aussi en tant que staff, plus généralement de l'équipe de France. J'y serai aussi en tant que consultant TV pour France Télévisions lors des épreuves de paratriathlon. Donc je serai à Paris, mais pas en tant qu'athlète. D'accord. Et j'ai une dernière question que je voulais te poser, c'était sur les athlètes qui sont amputés et qui utilisent du matériel, que ce soit un fauteuil ou que ce soit une prothèse ou tout ça. Euh, il y a quelques années, parce que je connais assez bien Bob Babbitt, et Bob est incroyablement impliqué avec la CIF, la Challenge Athlete Foundation, et il participe énormément par sa fondation à financer des prothèses. Et j'avais été littéralement sidéré du coût d'une prothèse pour un amputé tibial, par exemple, ou autre chose. En France, comment ça se passe de ton expérience? Les gens qui ont besoin de prothèses, qui ont besoin d'aide comme ça, est-ce que la plupart du temps c'est un financement, c'est eux qui amènent le financement pour se faire ces prothèses? Ou est-ce que la fédération, par exemple, elle a un rôle pour les athlètes de haut niveau ou reconnus comme tels pour les aider à s'équiper et à avoir du matériel qui soit performant?
Alors, par rapport au matériel, il y a des aides par rapport au tandem, par exemple, parce qu'un tandem, par exemple, ça coûte très cher, et puis il faut un tandem. Un tandem, c'est comme un vélo, il faut quelque chose de vraiment étudié, et pour que ça aille vite, que ce soit vraiment une bonne géométrie qui corresponde à la fois au pilote du tandem, à la fois à l'athlète qui va être derrière, donc ça a des coûts très importants. Donc pour les athlètes, avec l'Agence nationale du sport, il y a eu des aides à ce niveau-là pour les athlètes de haut niveau, on va dire. Après, la fédération, elle va essayer de trouver, elle va pouvoir éventuellement prêter un peu de matériel pour les athlètes qui vont débuter la pratique. Mais après, les gars et les filles qui vont utiliser des lames, c'est eux qui se les financent. Et leurs fauteuils aussi, c'est eux qui se les financent. Après, maintenant, ils ont des partenaires, ils arrivent à se les faire subventionner, on va dire. Enfin, par des fonds privés ou voilà, ou par des fonds, enfin, par des fonds privés en majorité. Et voilà, mais ça a un coût très important. Et c'est vrai que aux États-Unis, on a la Challenge Athlete Foundation là, et donc c'est sûr que cette fondation américaine, elle aide énormément les athlètes américains, mais elle peut même aider des athlètes français, puisque moi j'ai déjà été aidé par la CAF pour quand je suis allé participer à Hawaï, j'ai eu une aide de la CAF pour y aller. Quand je suis allé à New York l'année dernière, j'ai eu une aide de la CAF aussi. Et même au niveau matériel, la CAF m'a déjà financé une partie d'un vélo, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair que Bob là-dessus fait vraiment un travail exceptionnel et il est peu connu, peu reconnu pour ça, mais moi pour l'avoir côtoyé pas mal de fois à Hawaï au moment de l'Ironman et puis de l'Ultraman, et puis aujourd'hui c'est quelqu'un que je considère être un ami. Et quand tu vois la quantité de boulot et la quantité de sommes qui redistribuent derrière, c'est vraiment des gens qui ont participé, qui ont fait beaucoup beaucoup de bien à la pratique handi au niveau mondial, quoi. Ah bah c'est clair, je pense que le développement de la pratique handi aux États-Unis, s'il n'y avait pas la CAF, la Challenge Athlete Foundation derrière, je pense que la majorité, enfin, il y a énormément d'athlètes para-américains qui ont le soutien de la CAF, en particulier quand ils débutent la pratique. Après, quand on est plus avancé dans la pratique, bah oui, on arrive à avoir des partenaires et on n'a peut-être pas besoin de l'aide de la fondation, mais au départ, quand on a besoin de s'acheter son premier fauteuil d'athlète, s'acheter ses premières prothèses, et ben quand on est aux États-Unis, la Challenge Athlete Foundation, c'est quelque chose qui n'a, enfin, qui est, C'est une vraie institution, ouais. c'est une vraie institution, ouais. Super, bah écoute, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup de ton temps et puis de toutes ces explications. T'es quelqu'un que j'ai toujours regardé comme étant vraiment un athlète exceptionnel. Je suis super content pour toi que, bah, à la fois que tu aies réussi à rebondir sur ta carrière sportive et puis qu'aujourd'hui tu sois impliqué au niveau de la fédération et puis au niveau des commentaires, au niveau des jeux. On fera le max nous pour être au jeu para avec mon gamin pour aller ben, voir le triathlon et puis éventuellement d'autres épreuves si on peut le faire. En tout cas, je te souhaite, ben, je te remercie encore une fois de ton temps, de ta disponibilité et puis des petits soucis de mise en route qu'on a eu au début de l'enregistrement de ce podcast. Et ben, peut-être qu'on te sollicitera après les jeux pour faire un petit peu un débrief de ce qui s'est passé et puis avoir un petit peu ta vision de tout ça, quoi. En tout cas, Yannick, encore une fois, du fond du cœur et puis de mon collègue avec qui on enregistre normalement, Mika, qui malheureusement est actuellement aux urgences pour sa petite fille. On te remercie beaucoup de ton temps, de ta disponibilité et puis on souhaite ben, recroiser ta route le plus souvent possible cette année parce que tu passes un beau message et puis tu es vraiment un bel athlète. Eh ben, merci Arnaud, c'était cool. J'ai bien apprécié d'échanger avec toi pendant ce moment, pendant ce podcast. Et puis, bah, pas de problème pour débriefer des Jeux de Paris après ce grand événement qui s'annonce. Eh ben super, je te remercie beaucoup Yannick et puis au plaisir de se croiser. Ciao ciao. Ça roule. Salut Arnaud. Ciao. Salut, bye.